Agatha Christie, le meurtre de Roger Ackroyd. Mrs. Ferrars mourut dans la nuit du jeudi 16 septembre. On me fit venir le vendredi 17 à 8 heures. Et il n'y avait plus rien à faire. Elle était déjà morte depuis un moment. Il était un peu plus de 9 heures lorsque j'arrivai chez moi. « C'est toi, James ?» appela ma sœur Caroline depuis la salle à manger. D'après Kipling, les mangoustes ont un seul credo. Va, cherche et trouve. Si Caroline devait un jour adopter une devise, c'est certainement celle-ci qu'elle choisirait, bien qu'elle puisse faire un grand nombre de découvertes rien qu'en restant assise bien tranquillement chez elle. Je soupçonne fortement les domestiques et les marchands ambulants de jouer les informateurs. De plus, lorsqu'elle se décide à sortir, ce n'est jamais pour aller aux nouvelles, mais plutôt pour les répandre. Pour ça aussi, elle est experte. Peu importe ce que je dirais à Caroline concernant le décès de Mrs. Ferrars, il suffirait ensuite d'1 heure et demie pour que ce soit de notoriété publique dans tout le village. En bon médecin, je me dois de faire preuve de discrétion. J'ai donc pris l'habitude de ne jamais rien raconter à ma sœur. Le mari de Mrs. Ferrars est mort il y a tout juste 1 an, et Caroline a toujours affirmé, sans la moindre preuve, que sa femme l'avait empoisonné. Je ne cesse de lui dire que Mr. Ferrars est mort d'une gastrite aiguë, aggravée par un abus d'alcool quotidien, mais elle ne veut rien entendre. Je me dirigeai vers la salle à manger, donnai à Caroline une bise sur la joue, comme tous les jours, et m'attablai devant mes œufs et mon bacon. Le bout du long nez fin de ma sœur frémit légèrement. « Alors ?» demanda-t-elle. « C'est bien triste, elle a dû mourir pendant son sommeil. »« Je sais, » dit ma sœur. « C'est impossible, rétorquai-je d'un ton brusque. Je ne le savais pas moi-même avant d'arriver là-bas, et je n'en ai encore parlé à personne. C'est le laitier qui m'a mise au courant. Il le tenait de la cuisinière des Ferrars. » Comme je l'ai dit précédemment, Caroline n'a pas besoin de sortir pour connaître les dernières nouvelles. Elle reste à la maison et les informations viennent à elle. « De quoi est-elle morte ?» poursuivit ma sœur. « D'un arrêt du cœur ? Le laitier ne te l'a pas dit ? » Il ne sert à rien d'être sarcastique avec Caroline, ça n'a aucun effet sur elle. « Il ne le savait pas, répondit-elle tout simplement. Caroline allait l'apprendre tôt ou tard, il valait autant que cela vienne de moi. Elle est morte d'une overdose de Véronal. Elle en prenait ces derniers temps à cause de ses insomnies, elle a dû prendre trop de comprimés. Mais bien sûr que non, s'écria Caroline immédiatement. Elle l'a fait exprès. C'est étrange. Lorsque vous refusez d'admettre une chose à laquelle vous croyez, il suffit de l'entendre dire par quelqu'un d'autre pour que cela éveille en vous une envie folle de la nier. Et c'est reparti. Pourquoi diable Mrs. Ferrars voudrait-elle se suicider? Une veuve, encore assez jeune, très riche, en bonne santé et qui n'a rien d'autre à faire que de profiter de la vie, c'est absurde. Pas du tout. Même toi, tu as dû remarquer à quel point elle paraissait différente ces derniers temps. Elle était très tourmentée et tu viens d'admettre qu'elle avait des insomnies. Alors, quel est ton diagnostic? Demandai-je. Les remords. Tu n'as jamais voulu me croire quand je te disais qu'elle avait empoisonné son mari, mais depuis, ça la hantait. Je lui affirmai avec fermeté qu'il n'y avait rien de crédible dans ses propos. « Tu verras, » répondit Caroline. « 10 contre 1 qu'elle a laissé une lettre dans laquelle elle avoue tout. »« Elle n'a rien laissé du tout, » annonçai-je, n'ayant pas conscience des retombées de cet aveu. « Oh !» s'exclama Caroline. « Alors comme ça, tu t'es renseigné. Je crois, Dr. James Shepherd, que tout au fond de toi, tu penses la même chose que moi. Tu n'es qu'un charlatan. » Notre village, King's Abbot, est, j'imagine, très semblable aux autres. On y trouve une gare, un bureau de poste et 2 magasins rivaux. Nos passe-temps et nos divertissements peuvent se résumer en 2 mots. Les commérages. Il n'y a que 2 demeures ayant de l'importance à King's Abbot. King's Paddock, propriété laissée à Mrs. Ferrars par son défunt mari,
et Fernley Park, domaine de Roger Ackroyd, qui ressemble plus à une caricature de gros propriétaire terrien qu'à autre chose. Il était en fait fabricant de roues de voiture à la base, et il a, semble-t-il, eu beaucoup de succès autrefois. Il a presque 50 ans, un visage rubicond et est fort aimable. À l'âge de 21 ans, il est tombé fou amoureux d'une femme magnifique de 6 ans son aînée et l'a épousée. Mrs. Patten était veuve et avait un enfant. Le mariage fut de courte durée et douloureux. Parlons-en sans détour, 4 ans plus tard, à force de boire, Mrs. Ackroyd a fini par en mourir. Son fils n'avait alors que 7 ans. Il en a aujourd'hui 25. Ackroyd l'a toujours considéré comme son propre fils, mais c'est un garçon sauvage et une source permanente de soucis pour son beau-père. Néanmoins, nous aimons tous beaucoup Ralph Patten à King's Abbot, ne serait-ce que parce que c'est un très beau jeune homme. Dès le début, ce ne fut un secret pour personne qu'Ackroyd et Mrs. Ferrars s'entendaient très bien. Après la mort de son mari, il fut librement supposé que Mrs. Ferrars deviendrait un jour ou l'autre Mrs. Ackroyd. Les Ferrars étaient venus s'installer ici il y avait tout juste un an, mais un halo de commérage entourait Ackroyd depuis de nombreuses années. Durant la jeunesse de Ralph Patten, de nombreuses gouvernantes s'étaient succédé dans la demeure d'Ackroyd, et ce n'est pas peu dire qu'au moins depuis 15 ans, tout le village s'attendait à ce qu'Ackroyd en épouse une. La dernière d'entre elles, une femme redoutable prénommée Miss Russell, règne de manière incontestée depuis 5 ans. Le bruit court que, sans la venue de Mrs. Ferrars, Ackroyd aurait eu du mal à lui échapper. Ceci est un autre détail. L'arrivée inattendue d'une belle-sœur veuve avec sa fille du Canada. Mrs. Cecil Ackroyd, veuve du plus jeune frère d'Ackroyd, le bon à rien de la famille, s'était installée à Fernley Park et avait réussi, selon Caroline, à remettre Miss Russell à sa place. Voilà quelles étaient les préoccupations de King's Abbot durant ces dernières années. Aujourd'hui, d'une discussion animée au sujet de cadeaux de mariage, nous nous retrouvions brutalement en plein milieu d'une tragédie. Ressassant toutes ces choses dans ma tête, je partis faire mes visites. Néanmoins, mes pensées en revenaient toujours au mystère de la mort de Mrs. Ferrars. Je me rappelais soudain que je l'avais vue, bien que je ne lui ai pas parlé, hier encore. Elle marchait aux côtés de Ralph Patten, et j'avais été surpris car je ne savais pas qu'il se trouvait à King's Abbot. Je croyais en effet qu'il avait quitté le village après s'être fâché avec son beau-père. Je pensais encore à ce tête-à-tête lorsque je tombais nez à nez avec Roger Ackroyd. « Shepherd !» s'exclama-t-il. « Justement l'homme que je voulais voir. Il faut que je vous parle. Pouvez-vous venir dîner ce soir, 19h30, ça vous irait ?»« Oui, je vais m'arranger. Qu'y a-t-il? Est-ce que c'est au sujet de Ralph ?» Je ne savais pas vraiment pourquoi j'avais dit ça, excepté peut-être qu'il avait souvent été question de lui. Ackroyd me dévisagea, incrédule, comme s'il ne comprenait pas. « Ralph ?» s'étonna-t-il. « Oh non, ça n'a rien à voir avec lui, il est à Londres. À ce soir, Shepherd. » J'acquiesçai et il s'éloignait rapidement, me laissant perplexe. Ralph à Londres? Il se trouvait pourtant bien à King's Abbot hier après-midi. Je rentrai, pensif, et trouvais plusieurs patients qui m'attendaient dans le cabinet de consultation. Je venais de renvoyer le dernier, et je songeais à aller passer un peu de temps dans le jardin avant le déjeuner, lorsque je m'aperçus qu'il restait encore quelqu'un, Miss Russell. La gouvernante d'Ackroyd est grande et belle, mais a un regard très sévère. « Bonjour, Dr. Shepherd, dit-elle. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir jeter un coup d'œil à mon genou ?» Je l'examinai rapidement, mais pour dire la vérité, je ne vis rien de particulier. « Eh bien, merci beaucoup pour cette bouteille de liniment, docteur, même si je ne crois pas que cela me fera le moindre bien. » Je ne le pensais pas non plus, mais je protestais par conscience professionnelle. « Je ne me fie pas du tout à ces drogues, » expliqua Miss Russell, son regard balayant ma rangée de bouteilles de manière désobligeante. « Elles peuvent faire beaucoup de mal. Prenez la cocaïne, par exemple.
Dites-moi juste, docteur, supposons que vous êtes esclave d'une drogue, existe-t-il un moyen de se soigner? On ne peut pas répondre à une telle question à la légère. Je lui fis donc une courte explication sur le sujet, et elle écouta avec beaucoup d'attention. Je la soupçonnais plutôt de chercher des informations sur Mrs. Ferrars. Prenez le Véronal, par exemple, poursuivis-je. Mais, chose assez étrange, elle ne semblait pas du tout intéressée par le Véronal. Elle finit par me dire qu'elle devait rentrer, et je l'accompagnai jusqu'à la porte du cabinet de consultation. Au déjeuner, j'annonçai à Caroline que j'allais dîner à Fernley. Elle n'émit aucune objection, bien au contraire. « Excellent, comme ça tu seras au courant de tout. Au fait, pourquoi Ralph séjourne-t-il à l'auberge des Three Boars au lieu de Ferny Park ?» Je ne contredis pas une seconde Caroline sur ce qu'elle venait de dire. « Il est arrivé hier matin, poursuivit-elle. Et il est encore là-bas. La nuit dernière, il est sorti avec une fille. » Cela ne me surprit pas le moins du monde. Ralph sort avec une fille presque tous les soirs. « Une des serveuses ?» demandai-je. « Non, il l'a retrouvée après avoir quitté l'auberge. Je ne la connais pas. » Quelle horreur pour Caroline que de devoir admettre une telle chose. « Mais j'ai mon idée, » continua mon infatigable de sœur. J'attendis patiemment qu'elle me dise ce qu'elle avait en tête. C'était sa cousine. Flora Ackroyd, m'exclamai-je surpris. Flora Ackroyd n'a bien évidemment aucun lien de parenté quel qu'il soit avec Ralph Patten, mais Ralph est considéré depuis si longtemps comme le propre fils d'Ackroyd que leur cousinage est pris pour argent comptant. Mais pourquoi ne pas aller à Fernley s'il voulait la voir? Parce qu'ils se sont sûrement fiancés en secret, dit Caroline. Le vieil Ackroyd ne veut pas en entendre parler et ils doivent donc se voir en cachette. Je voyais beaucoup de failles dans la théorie de Caroline, mais je m'abstins de les lui indiquer. Une remarque innocente au sujet de notre nouveau voisin créa une diversion. La maison située à côté de la nôtre, les Mélèzes, était habitée depuis peu par un étranger. Au grand désarroi de Caroline, elle n'avait pas été capable de découvrir quoi que ce soit à son sujet, excepté qu'il n'était pas anglais. Il s'agissait d'un certain Mr. Porroth. Nous ne savions qu'une seule chose de lui, il s'évertuait à faire pousser des courges. « Je n'arrive pas à le faire parler, » soupira-t-elle. Je lui ai emprunté des outils de jardinage l'autre jour et il s'est montré très poli, mais je n'ai rien pu en tirer. Je décidai à cet instant de m'échapper dans le jardin. Je m'efforçai d'arracher des pissenlits lorsqu'un cri d'avertissement retentit non loin de moi. Un objet lourd vola près de mes oreilles et tomba à mes pieds en gargouillant de manière répugnante. Il s'agissait d'une courge. Je relevai la tête en colère. Par-dessus le mur, à ma gauche, un visage apparut. Une tête en forme d'œuf, partiellement recouverte de cheveux d'un noir suspect, une immense moustache et une paire d'yeux aux aguets. C'était notre mystérieux voisin, Mr. Porroth. Il s'excusa immédiatement dans un anglais parfait. « Mille pardons, monsieur, je cultive des courges depuis quelques mois maintenant, et puis ce matin, je me suis emporté contre elles. J'ai saisi la plus grosse, et je l'ai lancée violemment par-dessus le mur. Monsieur, j'ai honte, je suis confus. » Devant une telle profusion d'excuses, ma colère fut forcée de disparaître. « Ne vous inquiétez pas, » s'exclama le drôle de petit homme. « Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais pouvez-vous imaginer, monsieur, qu'un homme travaille dur pour atteindre le moment où il pourra profiter de ses journées comme bon lui semble et découvrir ensuite que finalement il se languit du bon vieux temps qu'il croyait être si heureux d'avoir quitté. » Oui, répondis-je. J'imagine que c'est assez courant. J'en suis peut-être moi-même un exemple. Il y a 1 an, j'ai reçu un héritage suffisamment pour me permettre de réaliser un rêve. J'ai toujours voulu voyager. Eh bien, c'était il y a 1 an et je suis toujours là. Mon petit voisin hocha la tête. Les chaînes de l'habitude. Le labeur quotidien nous manque.
Et notez, monsieur, que mon travail était le plus intéressant du monde. »« Vraiment, lui dis-je. » À ce moment-là, j'eus l'impression que l'esprit de Caroline s'était emparé de moi. Je fais allusion à l'étude de la nature humaine, monsieur. Il devait s'agir vraisemblablement d'un coiffeur à la retraite. Qui connaît mieux les secrets de la nature humaine qu'un coiffeur? Et puis, j'avais un ami qui est resté à mes côtés pendant plusieurs années. À l'occasion, il pouvait être d'une telle bêtise que cela en était effrayant, mais il a toujours été très cher à mon cœur. « Il est mort ?» demandai-je. « Ah, pas du tout. Il est même en pleine forme, mais il se trouve de l'autre côté du monde, il est en Argentine. » J'ai toujours voulu aller en Amérique du Sud. Je soupirais, puis levais les yeux pour trouver Mr. Porrott en train de m'observer d'un air sympathique. « Vous aimeriez aller là-bas, n'est-ce pas ?» Je secouai la tête en soupirant de nouveau. « J'aurais pu y aller il y a 1 an, mais j'ai été stupide et, pire que ça, même cupide, j'ai risqué la fortune pour l'ombre. »« Je comprends, » dit Mr. Porrott. « Vous avez spéculé. » J'acquiesçai. « Eh bien, poursuivit le petit homme, cette matinée n'aura pas été une perte de temps. J'ai fait la connaissance d'un homme qui, par certains aspects, ressemble à mon ami éloigné. Au fait, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me dire qui est le jeune homme au beau visage et aux cheveux noirs que j'ai eu l'occasion de croiser au village? »« Ah, vous faites sûrement allusion au capitaine Ralph Patten, répondis-je. Il a été absent pendant quelque temps. C'est le fils adoptif plutôt, de Mr. Ackroyd de Fernley Park. » Mon voisin eut un petit geste d'impatience. Bien sûr, j'aurais dû le deviner. Mr. Ackroyd m'a souvent parlé de lui. « Vous connaissez Mr. Ackroyd ?» demandai-je, un peu surpris. « J'ai fait sa connaissance à Londres lorsque je travaillais là-bas. Je lui ai demandé de ne rien dire de ma profession aux habitants du village. »« Je vois, dis-je, assez amusé par ce qui me parut être un snobisme manifeste. Je préfère rester incognito. Je n'ai même pas pris la peine de corriger la façon dont les gens prononcent mon nom. »« Effectivement, fis-je, ne sachant trop quoi dire. »« Le capitaine Ralph Patten, murmura Mr. Porrott d'un air songeur. Et ainsi il est fiancé à la nièce de Mr. Ackroyd, la charmante Miss Flora. »« Qui vous l'a dit ?» demandai-je stupéfait. « Mr. Ackroyd, il y a 1 semaine. Il le souhaitait depuis longtemps. Je crois même qu'il a fait un peu pression sur le jeune homme. » Tout était confus dans ma tête. Je ne pouvais m'imaginer Ackroyd en train de s'entretenir avec un coiffeur au sujet du mariage de sa nièce et de son beau-fils. À cet instant, j'entendis ma sœur m'appeler de la maison. Je pris congé de Mr. Porrott et rentrai. Caroline venait évidemment tout juste de revenir du village. « J'ai rencontré Mr. Ackroyd et je lui ai demandé pour Ralph, dit-elle, sans préambule. Il n'était pas du tout au courant que son fils se trouvait ici. Je lui ai dit que Ralph séjournait aux Three Boars et je crois qu'il s'y est rendu directement. Mais si c'est le cas, il ne l'aura pas trouvé là-bas, car alors que je traversais la forêt... »« Que tu traversais la forêt ?» l'interrompis-je. Caroline eut la grâce de rougir. Elle n'en avait que faire de la forêt, mais c'était le seul endroit adjacent au village de King's Abbot où les gens pouvaient se rencontrer à l'abri du regard des villageois. « Bien, continue, ordonnai-je. Comme je le disais, je traversais la forêt lorsque j'ai entendu des voix. L'une était celle de Ralph Patten. Je l'ai tout de suite reconnue. L'autre, celle d'une jeune fille, je n'ai pas pu faire autrement que d'entendre. La jeune fille a murmuré quelque chose et Ralph a répondu « Ma chère, c'est évident qu'il va me couper les vivres. Tu ne le vois donc pas. Et d'argent, on en a besoin. Je serai riche quand le vieux sera mort et enterré. Mais je ne veux pas qu'il puisse modifier son testament. Laisse-moi faire et ne t'inquiète pas. » C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai mis le pied dans une brindille sèche ou je ne sais quoi, et ils ont baissé la voix, puis se sont éloignés.
Ça a dû être très vexant. Je suppose toutefois que tu t'es précipité aux Three Boars, que tu as fait mine de t'évanouir et que tu es entré dans le bar pour demander un verre de cognac et ainsi voir si les deux serveuses travaillaient. Il ne s'agissait pas d'une serveuse, déclara Caroline. En fait, je suis presque sûre que c'était Flora Ackroyd. Seulement, ça n'a aucun sens, fis-je remarquer. Murmurant quelque chose au sujet d'un patient, je m'éclipsai. Je décidai de me rendre aux Three Boars. Je connaissais Ralph, peut-être mieux que n'importe qui d'autre à King's Abbot, car j'avais bien connu sa mère. Pouvais-je faire quoi que ce soit pour ce garçon ? Il me semblait que oui. En me renseignant à l'auberge, j'appris que le capitaine Patten venait de rentrer et je montai dans sa chambre. « Shepherd, content de vous voir. » Il vint à ma rencontre, main tendue, un sourire illuminant son visage. Enfin une personne que je suis content de voir dans cet endroit infernal. Je haussai les sourcils. Que vous a donc fait cet endroit ? C'est une très longue histoire. Disons-le tout net, je suis dans un sacré pétrin. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Il hocha la tête. En fait, je ne sais plus comment m'en sortir. Si je peux vous aider, proposai-je. Mais il secoua la tête d'un air très décidé. C'est très gentil à vous, docteur. Mais je ne veux pas vous mêler à tout ça. Je dois faire cavalier